Les algorithmes YouTube m'ont récemment proposé une vidéo de la chaîne Novacorp intitulée « Qu'est-ce que la musique cyberpunk ?» Comme j'adore le cyberpunk et que j'adore la musique, je me suis empressé de regarder cette vidéo. Et malheureusement, j'ai été un petit peu gâchetté par certains propos tenus dans la dite vidéo. Cet épisode de Soundtrack Stratégie va donc se diviser en 4 parties. D'abord, une introduction au concept de cyberpunk. Même si je pars du principe que la plupart d'entre vous vont savoir de quoi il est question, je suis obligé, par rigueur intellectuelle, de faire une petite présentation pour respecter une sorte de plan de démonstration. Dans la deuxième partie, je vais m'intéresser aux affirmations approximatives de Novacorp. Dans la troisième partie, je vais vous proposer une réflexion sur la musique cyberpunk, et la quatrième partie sera en fait la conclusion de cet épisode. Avant de devenir un genre cinématographique connu du grand public à travers des œuvres comme Blade Runner, Matrix ou, plus récemment, l'adaptation assez lamentable par Hollywood de l'anime Ghost in the Shell, le cyberpunk c'est un genre littéraire. S'il est communément admis que Neuromancer de William Gibson est le roman canonique du style cyberpunk, celui à partir duquel les journalistes ont commencé à employer ce terme, en vérité, l'année précédente, en 83, Bruce Befke a publié une nouvelle qui portait le titre Cyberpunk et qui racontait l'histoire d'une bande d'adolescents adeptes du piratage informatique. Dans la nouvelle de Befke, les personnages ont des head chips, donc on va traduire ça par des puces neurales, et dans Neuromancer, le personnage principal est un pirate informatique qui a lui-même un cerveau augmenté et qui rencontrera notamment une mercenaire portant des prothèses visuelles qu'on appelle vers miroir et qui, d'après la description qui est faite dans le roman, ressemble étonnamment aux yeux cybernétiques portés par le personnage de Patou dans Ghost in the Shell. Ajoutons à cela que dans Hardwire, le roman de Walter John Williams qui est sorti en 86, le personnage principal, dès la scène d'ouverture du livre, c'est dans la première page, ce personnage principal conduit un véhicule sans les mains et sans les pieds grâce à une connexion, une interface neurale. La technologie informatique et le transhumanisme sont donc deux piliers de l'imaginaire cyberpunk. Je parle d'imaginaire parce que, à partir du moment où le genre littéraire est devenu un genre cinématographique, un genre de manga, un genre de film ou de série d'animation, il serait plus pertinent de parler d'imaginaire, d'univers imaginaire et même d'univers narratif. À ces dimensions très technologiques s'ajoute, selon certaines personnes, une dimension plus sombre qui est celle de la dystopie en général et des anti-héros qui évoluent dans cette dystopie. D'où l'importance du mot punk dans le terme cyberpunk. Mais tout ça, on en reparlera dans la 4e partie de la vidéo. Comme Novacorp est une chaîne qui est le fait de plusieurs personnes, je vais utiliser une métonymie et donc parler d'eux sous l'appellation Novacorp. Je vais mélanger la chaîne et les personnes qui font la chaîne, ne m'en voulez pas. L'équipe de Novacorp semble être absolument fan de la musique de Vangelis puisqu'ils ont consacré une vidéo entière au parcours du musicien. Et c'est peut-être cette passion pour la musique de Vangelis qui explique la phrase d'ouverture de leur vidéo sur la musique cyberpunk, je cite: « Quand on parle de musique cyberpunk, la première chose qui vient à l'esprit est la musique de Vangelis. » Qu'est-ce qui fait que l'on peut qualifier la musique de Vangelis comme cyberpunk alors que la musique de la bande-son d'Akira, celle du groupe Megadeth ou même celle de genres comme le synthwave ou le néo-retrowave qui ont de forts attachements au cyberpunk ne sont que peu représentées comme de la musique cyberpunk? Alors il y a plusieurs problèmes dans cette série d'affirmations, le premier étant que lorsqu'on me parle de musique cyberpunk, je ne pense absolument pas à Vangelis. Alors nul doute que lorsqu'on parle à Novacorp de musique cyberpunk, ils pensent tout de suite à la musique de Vangelis, mais faudrait pas confondre leur sensibilité personnelle avec quelque chose d'absolu. Et malheureusement, en ayant enlevé le pronom nous de leur phrase, la première chose qui nous vient à l'esprit, ils présentent quelque chose qui relève de leur pure subjectivité comme une espèce de chose factuelle et incontestable. Le deuxième problème, c'est l'affirmation selon laquelle la musique synthwave ne serait que peu représentée comme une musique de type cyberpunk. Non, parce que avant de tenir ce genre d'affirmation, ça peut être bien de faire un minimum de recherche, et je vous propose donc une expérience très simple que vous pouvez faire chez vous, là tout de suite, en mettant cette vidéo en pause. Vous allez sur YouTube, a priori, puisque vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà sur YouTube, vous allez donc dans la barre de recherche, et vous tapez synthwave. Et là, vous verrez que
au bout de 10 résultats, la 10e vidéo ou la 10e playlist qui vous sera proposée, eh bien il y a Cyberpunk dans le titre. Et pour être complet dans l'expérience, je vous propose de taper Cyberpunk Music dans cette même barre de recherche YouTube, et vous verrez que le 4e résultat qui apparaît comporte le mot Synthwave dans son titre. Je reviendrai ultérieurement sur la musique de Megadeth, mais intéressons-nous d'abord à celle de Vangelis, au sujet duquel l'équipe de Novacorp explique que les gens considèrent sa musique comme du cyberpunk, tout simplement parce que Blade Runner a eu un impact massif sur ce genre, et même sur la science-fiction en général. Dans les années 90, Blade Runner et Matrix étaient devenus les bases de ce genre, si on oublie les films d'animation. Matrix est sorti en 1999, c'est quand même pas compliqué de faire une mini recherche sur Wikipédia pour vérifier l'année de sortie du film. Donc tu peux dire que Matrix est devenu la norme de ce qu'est le cyberpunk dans les années 2000, mais pas dans les années 90. Par contre, leur hypothèse sur le fait que la musique de Vangelis est devenue, dans l'esprit de certaines personnes, une musique cyberpunk grâce au contexte dans lequel se déroulent les films Blade Runner, c'est une hypothèse très intéressante et très séduisante. Le problème, c'est que, là encore, ça marche pas dans les deux sens. Prenez la musique que Vangelis a fait pour le film Bounty, dont l'intrigue se passe, si je dis pas de bêtises, en 1789. Vous pouvez prendre certains extraits de cette musique, les superposer sur les images de Blade Runner, et vous verrez, ça passe crème, parce que c'est de la musique faite avec les sons synthétiques, archétypaux de ce que faisait Vangelis. Et à l'inverse, si on prend la musique de Robocop qui a été réalisée par Basil Polidolis, c'est une musique majoritairement orchestrale avec quelques touches d'électronique, et je vous mettrai en lien un article du site Underscore sur la musique de Robocop par Basil Polidolis. Toujours est-il que lorsque moi, et j'assume la subjectivité de cette affirmation, lorsque j'écoute la bande originale de Robocop, qui est excellente en soi, j'ai pas spécialement l'impression d'écouter de la musique cyberpunk. Pourtant, s'il y a bien un film qui est tout à fait raccord avec les canons du cyberpunk, c'est Robocop. Lorsque vous regardez Robocop, vous êtes totalement immergé dans un monde cyberpunk avec des corporations tentaculaires et corrompues, et avec un cyborg comme protagoniste principal et beaucoup de violence. Pourtant, le fait que ces images soient accompagnées d'une musique orchestrale ne rend pas cette musique orchestrale cyberpunk, et ce malgré les légères insertions d'éléments électroniques dans la composition. À l'inverse, lorsque vous regardez les images de de Bounty qui se passe en 1789, avec une musique synthétique, ça ne suffit pas à en faire de la musique cyberpunk. Ça veut dire que certes, les images d'un film, le contexte esthétique et narratif peut influencer votre ressenti d'une musique, c'est ce qui se passe avec Blade Runner, mais ça ne suffit pas puisque Robocop, qui propose lui aussi un univers totalement cyberpunk, ne suffit pas à transformer la musique orchestrale de Basil Polidolis en musique cyberpunk. De même que lorsque vous regardez un épisode de Star Wars, la musique de John Williams ne devient pas de la space music, c'est juste de la musique orchestrale dans la grande tradition hollywoodienne. Venons-en ensuite à la question de la synthwave. Novacorp affirme que ce qu'a fait ce genre, c'est s'inspirer de Vangelis, qui a justement été la norme, et d'y ajouter des éléments du cyberpunk comme le rock, le côté un peu plus violent et rebelle, qui manque à Vangelis, tout en adoptant des visuels de rétrofiction, et en s'inspirant énormément de musique de jeux vidéo ou des visuels de courses de voitures ou de motos inspirés du film Drive et par le côté biker du cyberpunk des années 80. Alors, une fois de plus, on retrouve cette subjectivité qui n'est pas assumée et qui est présentée comme une connaissance factuelle au sujet de Vangelis, qui serait la norme de la musique cyberpunk. Je rappelle que en 1970, c'est-à-dire 12 années avant la sortie du film de Ridley Scott tiré de la nouvelle de Philip K. Dick, il y avait en 1970 la sortie des 2 premiers albums respectifs de Kraftwerk et de Tangerine Dream. Je vous conseille d'écouter Electric Meditation de Tangerine Dream. Dites-moi si c'est pas de la musique cyberpunk. Je ne dis absolument pas que Novacorp doit se forcer à écouter Kraftwerk s'ils aiment pas ça. Moi-même, je suis pas un grand fan de Kraftwerk. Et je ne dis pas non plus qu'ils doivent se forcer à écouter Tangerine Dream. Je dis juste, attention, ne faites pas passer votre manque de culture musicale pour une autorité parce que vous avez fait une jolie mise en forme avec des images de films et vous appelez ça vidéo essai.
Quant à cette idée selon laquelle le synthwave serait le fruit de l'esthétique de Drive, bon, déjà, Drive n'a pas du tout une esthétique rétro, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des filtres de couleurs que ça en fait un film des années 80, pas plus que Valhalla Rising est un film qui reprendrait une esthétique des années 80, même si ça rend hommage, ou que ça plagie totalement 2001 l'Odyssée de l'espace, mais j'adore Valhalla Rising, donc c'est pas une attaque sur ce film. Toujours est-il que Drive est sorti en 2011, que Kavinsky avait sorti Nightcall l'année précédente, que le premier album de Justice est sorti en 2007, si je dis pas de bêtises, et qu'il y a, je crois, le groupe College, enfin c'est un projet musical solo, mais un des premiers groupes de synthwave francophones, enfin fait par un français, est sorti en 2005. Donc, dire que Drive a influencé la scène synthwave, c'est un peu du pipeau. Qu'il ait rendu ce genre de musique confidentielle, grand public, suite au succès du film, ça, c'est autre chose. Mais, fort heureusement, je rappelle que la synthwave s'inspire des années 80, et que dans les années 80, on n'avait pas attendu Drive pour avoir des courses de voitures, des courses de motos, et certaines esthétiques. Et d'ailleurs, on n'a pas non plus attendu le cyberpunk. Prenez le premier film Tron, les courses de moto dans Tron, c'est typiquement une esthétique qui va ensuite être utilisée par la synthwave, parce qu'il y a ce côté vision sublimée de l'ordinateur et de l'informatique, et en même temps, c'est légèrement désuet aujourd'hui. Enfin, je dis pas que le film est désuet, je dis que les courses de moto, avec cette esthétique très particulière, c'est pas forcément raccord avec ce qu'aujourd'hui on essaie de faire, par exemple dans les jeux vidéo, puisqu'on vise beaucoup le photoréalisme. Les années 80, c'est aussi la série Miami Vice de Michael Mann, avec une musique qui justement préfigure ce qu'allait devenir la synthwave plus tard, une musique qui mélange des synthétiseurs et des guitares rock qu'on pourrait trouver un petit peu kitsch d'ailleurs rétrospectivement. C'est aussi la scène de Terminator dans laquelle Schwarzenegger, enfin le Terminator, roule lentement dans une voiture de nuit. C'est aussi les films de William Friedkin, je pense notamment à la French Connection et à To Live and Die in LA avec des courses-poursuites absolument édifiantes qui ont marqué l'histoire du cinéma. Bref, il ne faut pas confondre le fait que Drive ait popularisé un style avec le fait que Drive aurait proposé une esthétique qui allait influencer le style. C'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, pour illustrer leurs propos, Novacorp utilise une musique d'un groupe qui s'appelle Zombie Hyperdrive, et quand vous allez sur le Bandcamp de Zombie Hyperdrive, le premier album, il y a une précision de l'auteur en dessous, parce qu'apparemment c'est un one-man band. L'auteur précise que les morceaux datent de 2009. Donc là encore, ils existaient 2 ans avant la sortie du film Drive. Et sur le Bandcamp de Zombie Hyperdrive, il n'y a pas non plus la moindre mention faite à Vangelis. Donc peut-être qu'il faut arrêter de prendre votre subjectivité personnelle pour une connaissance factuelle. Et puisqu'on parle de biker et de sous-culture punk, je rappelle aussi que dans la Conure trilogie de William Gibson, il n'y a pas de biker. Venons-en maintenant à la question de Megadeth. Alors vous savez que j'aime beaucoup Megadeth, j'en ai même fait le thème d'une vidéo de développement personnel, donc j'ai aucun problème avec ce groupe, mais ce qu'affirme Novacorp, c'est que en raison des thèmes abordés par le groupe, ce serait du cyberpunk trash metal. Alors, il y a déjà un petit problème, parce que Megadeth aborde régulièrement des thèmes dystopiques, c'est une chose. Je rappelle que Dave Mustaine est un fan des théories complotistes d'Alex Jones. Et je dis pas ça pour juger le truc. Je suis pas en train de vous dire c'est bien ou c'est mal. Moi je trouve même que c'est très utile pour l'esthétique du groupe et pour la noirceur de l'atmosphère. C'est très bien. Moi j'aime le côté paranoïaque de la dystopie. C'est pas pour rien que mon mémoire de psychologie devait porter sur Philippe K. Dick. Mais si on commence à tenir compte du thème des paroles d'un groupe, alors est-ce que lorsque Iron Maiden fait une chanson inspirée du Dune de Frank Herbert qui s'appelle To Tame a Land, est-ce que Iron Maiden cesse de faire du heavy metal pour faire du space opéra heavy metal? Pas plus que les chansons inspirées de différents romans, par exemple Au cœur des ténèbres ou Sa Majesté des Mouches, ne font de Iron Maiden un groupe de littéraire heavy metal. Et on peut appliquer ce raisonnement à d'autres styles. Prenons le cas du death metal. Le groupe Bolt Thrower parle quasi exclusivement de combats, de batailles historiques. Cannibal Corpse parle de torture et de tueurs en série, et en gros d'imagerie gore. Pestilence parle plus ou moins de science-fiction d'après ce que j'ai compris. Athéiste a eu un moment légèrement mystique avec l'album Element, et Death, notamment sur ses 2 derniers albums, parce que je connais pas bien les autres donc je vais pas en parler, mais si on prend Symbolic et The Sound of Perseverance, qui sont des purs chefs-d'œuvre absolus, il y a un côté beaucoup plus spirituel, ou en tout cas psychologique et introspectif aux paroles. Mais tous les groupes que je viens d'énoncer, ils font tous du death metal. Ils font pas du psychologique death metal, ou du mystical death metal, ou du science death metal.
Alors je comprends que Novacorp, s'ils sont fans de Megadeth, aient envie de nous vendre le groupe, mais le problème c'est que pour parler de cyberpunk thrash metal, il aurait fallu que Megadeth crée une nouvelle forme musicale. Et c'est quelque chose qu'apparemment ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dans une approche qui soit un minimum musicologique. Si on prend le rap, qui est un style musical pourtant basé sur l'importance du texte, vous avez du rap qui parle de délinquance, vous avez du rap poétique, par exemple Oxmo Puccino, vous avez du rap inclassable comme Roche Cristal, vous avez ce fameux rap racailleux, vous avez un rap qui est peut-être plus grand public et qui traite d'autres sujets comme le rap d'Orelsan. Bref, vous avez des tas de thématiques différentes dans le rap, et pourtant, tous ces groupes et tous ces artistes et tous ces morceaux de rap, ça reste du rap. Pourquoi ? Parce qu'on peut changer le thème, et ce qui définit le rap, c'est pas tant le thème que la forme. Cette négligence de la forme musicale pousse même Novacorp à affirmer qu'un fan de la musique de Blade Runner par Vangelis peut apprécier la musique de Megadeth. Mais ça n'a rien à voir. La musique de Blade Runner, c'est une musique synthétique, planante, avec très peu de percussions, une musique instrumentale, et la musique de Megadeth, c'est une musique avec du chant, rapide, voire agressive ou violente, diront certains, jouée par des vrais instruments, basse, guitare saturée, batterie et voix humaine. Bref, c'est des musiques qui sont à peu près à l'opposé de tout au niveau de la forme musicale. Ça ne veut absolument pas dire que quelqu'un ne peut pas aimer la musique métal et la musique électronique. Personnellement, j'aime les deux, et la musique que je fais est d'ailleurs relativement hybride entre ces deux genres, même si c'est techniquement de la musique électronique. Mais c'est partir du principe que par exemple quelqu'un qui aime la house music ou la dance, qui sont des musiques festives, va automatiquement aimer le ska, parce que le ska aussi est une musique festive. Non seulement c'est pas comme ça que ça marche, mais j'irai plus loin, et je vous dirais que pour réfléchir à ce qu'est ou ce que n'est pas la musique cyberpunk, il ne faut pas tenir compte des paroles. Dans le cyberpunk en tant que style narratif, que ce soit à travers un média littéraire, à travers un média cinématographique ou de bande dessinée, dans le cyberpunk, il y a une importance fondamentale de la technologie. Il y a aussi une récurrence de l'anti-héros, que ce soit un personnage qui est seul contre tous, un personnage qui peut-être va échouer sa quête, ou le fait que si le héros n'est pas seul, il fait partie d'une bande de hors-la-loi, par exemple, notamment à travers le thème du piratage informatique. Est-ce qu'on peut traduire musicalement l'idée de l'anti-héros, l'idée du seul contre tous, ou même plus globalement l'idée d'un univers sombre ? Pas forcément, parce que ça veut dire que dès qu'un mec monte tout seul sur scène, il fait de la musique cyberpunk. Donc je sais pas, quand Neil Young joue tout seul de la guitare dans une émission de télé, il fait de la musique cyberpunk ? Ou dès qu'une musique est triste, c'est de la musique cyberpunk parce qu'elle est sombre ? Non, ça marche pas comme ça. Donc il faut s'intéresser à l'autre caractéristique qui est cette importance de la technologie. Ce qui veut dire qu'une musique qui pourrait être envisagée comme étant cyberpunk doit comporter une dimension technologique. L'ironie, c'est qu'on vit à une époque où les ordinateurs sont utilisés dans quasiment tous les registres musicaux lors des enregistrements en studio. Du coup, on va pas tenir compte de l'utilisation d'un ordinateur dans le studio, mais on va plutôt s'intéresser à y a-t-il une présence mécanique, industrielle ou électronique dans ce qu'entend l'auditeur quand il écoute cette musique cyberpunk. Est-ce que ça veut dire pour autant que, à la moindre apparition d'une sonorité électronique dans un morceau, on dira « ça, c'est de la musique cyberpunk ». J'ai pas l'impression que lorsque vous écoutez de la dance musique des années 80, vous vous dites que c'est cyberpunk. J'ai pas non plus l'impression, quand j'écoute le chef-d'œuvre de la caution Arc-en-Ciel pour daltonien, Peine de mort, d'écouter de la musique cyberpunk. Alors, c'est peut-être parce que je n'arrive pas à faire abstraction du côté contemporain des paroles, ou tout simplement, même si j'essaye de vraiment pas écouter les textes, surtout que certains sont un tout petit peu plus intemporels, peut-être, je sais que l'album est sorti en 2005, et pour moi, le rap, c'est un style de musique qui est apparu à une époque très précise, qui a toute une connotation culturelle, et du coup, je peux pas imaginer que c'est une musique qui vient du futur. Mais ça, c'est un ressenti subjectif, et si, lorsque vous écoutez La Caution ou d'autres artistes rap qui ont des instrus très électroniques, si vous avez l'impression que c'est du cyberpunk, je vous invite à m'expliquer dans les commentaires, à me donner des exemples, à essayer d'argumenter pourquoi vous ressentez la musique de cette manière. A l'inverse, lorsque j'écoute l'album Albermensch du groupe Einstürzende de Neubotten, c'est très dur à dire, bien qu'il y ait quasiment aucune sonorité électronique flagrante, je crois savoir qu'il y en a eu un petit peu à l'enregistrement, mais c'est avant tout des sonorités industrielles, au sens où c'est des matériaux de chantier qui sont utilisés, je me dis que cette musique, elle pourrait venir du futur.
Un truc intéressant à faire, c'est d'aller sur le Wikipédia anglophone et de regarder la liste des musiciens ou des albums de musique qui sont considérés comme cyberpunk. On peut y lire notamment le nom de Frontline Assembly, mais je vais revenir. On peut aussi y lire le nom de Nine Inch Nails, mais vous voyez bien qu'il n'est nulle part question de Einstürzenden Neubauten. Le cas de Nine Inch Nails est intéressant. Je suis moi-même un grand fan de Nine Inch Nails, et c'est un groupe qui m'a influencé, qui fait partie des influences qu'on entend, en tout cas qu'on entendait sur le premier album de mon projet solo électronique. Mais, honnêtement, à part la chanson Reptile qui est située sur The Downward Spiral, qui contient un sample qui me fait beaucoup penser au bruit d'une prothèse cybernétique en mouvement, à part ce morceau, j'ai jamais pensé que Nine Inch Nails faisait de la musique cyberpunk. Et si vous vous intéressez à la musique cyberpunk ou que comme moi vous cherchez à comprendre les limites de ce concept, il y a un grand absent qui doit vous frapper sur cette liste. Un groupe californien qui fait du métal, et qui fait tellement du métal différent que lorsque leur deuxième album est sorti, les journalistes se sont empressés de parler de cybermétal. Et oui, je veux bien sûr parler de Fear Factory, et comme disait mon grand-père, un petit croquis vaut mieux qu'un long discours, je vais donc prendre le risque de me faire striker par l'abominable robot YouTube, c'est la guerre des machines, pour que vous compreniez pourquoi ce groupe a quelque chose de très particulier. Je vous invite évidemment à écouter des manufactures dans son intégralité, l'album, pas le morceau éponyme, et vous constaterez qu'il y a ces lignes de batterie archétypales qui sonnent très mécaniques alors qu'elles sont jouées, j'allais dire avec les mains, avec les pieds principalement, par le batteur Raymond Herrera. On a donc un être humain qui joue des lignes qui pourraient être produites par une boîte à rythme, et on a aussi ces guitares qui sont synchronisées avec les syncopes de grosse caisse. Ça donne une musique qui est très mécanique, et qui, si on rajoute à ça les samples et les différentes sonorités électroniques, est typiquement cyberpunk. L'autre grand absent de cette sélection, c'est le groupe Gridlock. Alors c'est vrai que Gridlock n'est pas très connu, et là encore, si vous connaissez leur musique, peut-être que vous trouverez ça très subjectif de ma part d'affirmer que c'est du cyberpunk. Mais moi, quand j'écoute un album comme Formless, j'ai l'impression d'entendre une musique qui vient du futur. Le duo canadien Skinny Puppy aussi est absent de cette liste, alors que lorsque j'écoute certains de leurs albums, Endover, Weapon ou The Greater Right of the Wrong, The Greater Wrong of the Right, pardon, j'ai vraiment l'impression d'entendre une musique qui, par certains aspects, est cyberpunk, notamment à cause de la présence d'une voix humaine qui vient interagir avec des instrumentations totalement synthétiques. Et c'est d'ailleurs ce que je retrouve dans la musique de Frontline Assembly, un groupe qui lui fait partie de cette liste totalement arbitraire dressée par les contributeurs de Wikipédia. Frontline Assembly qui a connu des styles musicaux assez variés au fil de sa carrière, mais qui, notamment au début, je pense à des albums comme Gashot Sense and Crossfire ou Caustic Grip, qui proposaient une musique totalement synthétique, avec simplement la présence d'une voix humaine, une voix recouverte de beaucoup d'effets, une voix tantôt éraillée et saturée, et tantôt claire mais noyée dans les nappes de réverbération, bref, une voix humaine mais trafiquée, telle la voix d'un cyborg qui serait altérée par la technologie et qui interagissait avec une musique totalement technologique.
Il est temps de revenir au cyberpunk en tant que style narratif non musical. Je vous ai présenté quelques éléments caractéristiques de ce genre, et notamment la technologie. Mais j'ai surtout parlé des romans. Si on regarde les films qui aujourd'hui sont considérés comme du cyberpunk, on est frappé par l'hétéroclisme de ces productions. Dans Akira, certains des protagonistes principaux qui font avancer l'intrigue, en l'occurrence Kaneda et Tetsuo, sont des délinquants. On retrouve aussi la thématique du gouvernement corrompu avec des troubles politiques. Même si c'est sous un angle un peu alambiqué et inhabituel, il y a une forme de transhumanisme qui est évoquée dans l'œuvre, mais en même temps, les réseaux informatiques, le piratage informatique, tout ça c'est totalement absent de l'intrigue d'Akira, il n'y a pas de matrice, il n'y a pas de cyberspace. D'ailleurs, pour être un peu plus rigoureux, on pourrait considérer qu'Akira, c'est presque autant du post-apo que du cyberpunk, parce que il est annoncé clairement aux spectateurs ou aux lecteurs, selon le média que vous avez choisi pour apprécier ce chef-d'œuvre de Katsuhiro Otomo, il est annoncé clairement que avant que l'intrigue d'Akira ne se mette en place, le Japon a subi un cataclysme nucléaire lors de la Troisième Guerre mondiale. Et ce n'est pas du spoil de le dire parce que je ne révélerai pas quel personnage vit ou quel personnage meurt, mais dans le manga, c'est absent du film, mais toute la seconde moitié du manga se déroule après un cataclysme. Au contraire de l'ambiguïté technologique proposée par Akira, Ghost in the Shell nous embarque dans un monde technologiquement hyper avancé, et la technologie est au cœur de l'intrigue de Ghost in the Shell, que ce soit à travers la notion des réseaux internet, ou la notion de transhumanisme par cybernétisation des êtres humains. Cybernétisation qu'on retrouve dans le film Robocop, Robocop qui partage avec Ghost in the Shell le motif des corporations aussi puissantes que des États, voire plus puissantes que les États, même si Robocop se passe uniquement à l'échelle de la ville de Détroit. Je pourrais aussi vous parler de Strange Day, dans lequel le héros n'est certes pas modifié, il n'est pas augmenté, mais il est accro au virtuel à travers un certain type de device. Je pourrais parler de Total Recall, que certains considèrent comme un film cyberpunk, encore que je pense que ça peut se discuter, et je pourrais aussi vous parler de la génialissime première saison de la série Psycho-Pass. Mais le but de cet inventaire à l'après-vert, c'est juste de vous faire toucher du doigt l'énorme hétéroclisme des œuvres narratives cyberpunk. Peut-on réellement considérer Akira comme une œuvre cyberpunk, vu l'absence de l'informatique dans l'intrigue d'Akira? Peut-on encore considérer Shadowrun comme du cyberpunk, vu que c'est un univers qui rajoute au cyberpunk des éléments de fantasy avec de la magie, des orques, des trolls, des elfes, et que sais-je encore? Bon, pour ma part, je pense que Shadowrun c'est du cyberpunk, c'est juste du cyberpunk plus de l'heroic fantasy, et d'ailleurs c'est intéressant de noter que la musique de certains jeux vidéo cyberpunk, certains jeux vidéo Shadowrun, c'est juste de la techno pourrie. Alors est-ce que la techno pourrie c'est de la musique cyberpunk? Vous avez 2 heures, thèse, antithèse, foutaise, de même que des œuvres qui traitent de sujets quand même assez différents, en l'occurrence je pense au film Ex Machina ou Existence, sont également considérées comme des œuvres cyberpunk. Donc tout ça est très flou. Et du coup, définir la musique cyberpunk, c'est se heurter à la question des limites qui définissent un genre. On a vu par exemple que la dimension électronique était sans doute indispensable pour pouvoir oser affirmer qu'une musique est cyberpunk, mais qu'en même temps elle était insuffisante. D'autant plus que la musique électronique est un genre extrêmement hétéroclite en lui-même. Parler de musique électronique, c'est mettre dans le même sac Jean-Michel Jarre, Björk, Portishead, Gridlock, Skinny Puppy, Frontline Assembly ou Dépêche Mode. L'ironie étant que si un artiste révolutionnait la musique électronique, on serait peut-être même pas au courant que c'est une révolution, vu que c'est un genre extrêmement protéiforme qui n'a pas de frontières définies, à part sur les moyens qui sont utilisés pour produire les sons. Quand j'écoute Gridlock, qui est un mélange de musique industrielle, de musique ambiante ou d'IDM, j'ai vraiment l'impression d'entendre une musique qui vient du futur. Quand j'écoute Frontline Assembly ou Skinny Puppy, qui mélange des sons industriels, de l'électro-pop, du glitch, enfin plein de catégories justement qui elles-mêmes sont floues et parfois interconnectées, avec des voix humaines au milieu de tout ça, j'ai l'impression d'entendre une musique d'être humain cybernétisé. Mais quand j'écoute le morceau Collapse, je dis bien le morceau et pas l'album en entier, mais juste le morceau Collapse de Einstürzen de Noel Button, j'ai aussi l'impression d'entendre une musique qui vient du futur, peut-être une musique qui pourrait être jouée par des punks, alors ça serait peut-être moins cyberpunk que post-apo justement, ça serait peut-être plus une musique de Mad Max. Wieder, immer wieder.
il y a quelque chose de jamais vu dans cette musique. Et tout ça est très subjectif, parce que vous, c'est peut-être en écoutant Kraftwerk ou Tangerine Dream que vous aurez l'impression d'entendre une musique qui ouvre une porte dans votre imaginaire vers un monde nouveau, technologiquement avancé, sombre et dystopique. Et c'est pour ça que la synthwave ne me paraît pas spécialement être un genre cyberpunk. Parce que la synthwave assume totalement de piller l'esthétique des années 80. Quand je dis piller, c'est pas péjoratif, on peut voir ça comme un hommage, ou surtout on peut voir ça comme de la mémétique qui se concrétise sous nos yeux. Toujours est-il que, pour moi, la synthwave, c'est pas le son du futur, c'est le son du passé, et de comment on imaginait le futur à l'époque. Comme souvent dans les disciplines artistiques, on est confronté à un mélange de choses factuelles et vérifiables, par exemple, ce morceau contient-il ou pas des sons synthétiques, et quelque chose de beaucoup plus personnel. Aujourd'hui, la majorité des gens ne voient pas le futur comme on le voyait à l'époque des années 80. Ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose de très important sur le cyberpunk, c'est que, rapidement après la publication de Neuromancer, certains journalistes et même certains auteurs cyberpunk eux-mêmes ont affirmé que le cyberpunk était mort, pour deux raisons, la première étant sa récupération par l'industrie du divertissement, et la deuxième étant qu'en fait, on vit techniquement dans un monde cyberpunk. Bah oui, parce que si en 84 il n'y a que Apple qui existait, aujourd'hui les GAFA, ça ressemble beaucoup à ces multinationales tentaculaires qui sont aussi fortes que les États, voire plus fortes que les États. Et l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux et les personnalités virtuelles sur Internet, ça ressemble beaucoup à ce que décrivait Gibson dans Idoru. Et même si on n'en est pas encore au niveau d'un transhumanisme absolu, parce qu'on ne fabrique pas de corps cybernétique pour les êtres humains, pas encore, on s'en approche quand même à grands pas, à la fois à travers le degré de sophistication des prothèses qu'on fabrique, et aussi à travers des dispositifs comme la réalité augmentée qui vont augmenter le degré d'hyperconnexion des êtres humains. Moralité, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que nous ressentions une musique comme potentiellement venue du futur pour l'étiqueter cyberpunk ? Vu que d'un certain point de vue, on vit déjà dans un futur cyberpunk, et du coup, vu qu'on y vit, c'est plus le futur. Tiens, ça me fait penser à cette citation de Ella Gibson qui est sans doute sa plus célèbre citation. Le futur est déjà là, il n'est juste pas réparti uniformément.